Entre-temps, pour les Algériens, des villages entiers cherchaient refuge au Maroc et en Tunisie. Les généraux s'irritaient du sanctuaire qu'offraient ces deux pays au FLN et se plaignaient d'attaques depuis des bases situées au-delà des frontières. Ils réclamaient un droit de poursuite. Au début de février 1958, suite à de soi-disant tirs contre un avion d'observation, cela déboucha sur le bombardement de la ville tunisienne de Saquet. Si les généraux français avaient cru résoudre leurs problèmes par ce bombardement, ce fut une grave erreur. La destruction de cette ville tunisienne attira plus que jamais l'attention internationale sur la guerre d'Algérie. Il y eut 80 morts, dont de nombreux enfants, et plus de 100 blessés. Les Français avaient prétendu que Saquet était une base du FLN. La presse internationale, immédiatement sur les lieux, n'en trouva aucune trace. La Tunisie porta la question devant les Nations Unies. Les ennemis de la France triomphaient. La Grande-Bretagne et les États-Unis, très embarrassés, s'offrirent comme honnêtes courtiers. Paris accepta, à la fureur des généraux. La destruction d'installations de la Croix-Rouge n'aida pas la thèse française de la provocation. Le ministre de la Défense avait parlé de destruction d'un nid de rebelles et d'assassins et d'actes de légitime défense. Mais les images de cette école détruite, répandues dans le monde, lui étaient un cruel démenti. Car les bombes étaient tombées pendant les cours et le nombre des enfants tués était élevé. Quand, confrontés à des images de cadavres d'enfants, les généraux persistèrent à parler de provocation, même les amis de la France furent choqués. Les politiciens à Paris prirent leur distance avec les militaires, ce qui rendit ceux-ci encore plus furieux. Dans leur souci d'aider au maximum la cause du FLN, les Tunisiens organisèrent de véritables visites guidées pour les diplomates. Il était évident qu'il serait unanime à condamner l'action de la France. Entre-temps, les bombes non explosées, éparpillées dans la ville, étaient complaisamment exposées. Les diplomates furent aussi conduits au chevet des blessés. L'affaire de Saquet paraissait avoir anéanti tout espoir de paix, et pourtant, les colons restaient convaincus que la chose était encore possible. La 4e République n'avait plus guère de défenseurs. Les déceptions causées par la situation en Afrique du Nord, les preuves que cette guerre épuisante représente pour la France, pour ses soldats et pour leurs familles, débouchent sur ces affrontements. On compte 5 blessés et une quinzaine d'arrestations. Symptômes du malaise qui ronge la vie politique de la France et dont on se demande si elle guérira un jour.
Le désordre règne à Alger. Craignant d'être abandonnés par Paris, les colons en appellent à la grève générale. Et c'est par milliers que les Pieds Noirs participent à une manifestation monstre dirigée par le général Salan, chef de l'armée en Algérie. Alger n'était que complot. On complotait pour le retour de Gaulle, on complotait pour un putsch des généraux. L'attitude de Salan reste équivoque. Restera-t-il loyal au gouvernement désigné par l'Assemblée nationale ou misera-t-il sur De Gaulle? Détient-il vraiment le pouvoir en Algérie ou n'est-il qu'un prête-nom? Salan était le soldat le plus décoré de France, le plus mystérieux aussi. Aux côtés de Salan, celui que l'on considère comme le véritable chef du mouvement, le général Massu, le commandant des parachutistes, l'élite de l'armée en Algérie. Membre du comité de salut public, Massu est le symbole et le porte-parole de la révolte des généraux. Sa présence enflamme l'enthousiasme des colons, obstinément opposés à tout compromis avec les nationalistes arabes. Déçus par les gouvernements qui se sont succédés à Paris, les manifestants se ruent vers le gouvernement général, où leur fureur se donne libre cours. Le drame de la France, un pays théoriquement en paix, n'a plus de limite. Quand le général Massu dit « Je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas de bain de sang », il dit la vérité. Trop de rancœur rend vaine une telle promesse. Partout retentit le cri « De Gaulle au pouvoir », un cri dont l'écho parvient jusqu'à Paris, où la réponse ne se fait pas attendre. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, a dit à l'armée française, votre mission est de garder l'Algérie et de la garder française. Vous devez y déployer toute votre ardeur et toute votre volonté. Ce sont ses mots propres. Je n'ai pas fait un choix personnel pour l'Algérie française. Le pouvoir français, ma hiérarchie militaire, m'a donné l'ordre de garder l'Algérie à la France dans une guerre où l'enjeu était la population. Il fallait donc dire à cette population, vous resterez français et vous n'avez aucune crainte à avoir, jamais la France ne vous abandonnera. Et en 59, je tiens les propos à votre disposition, il m'a tout à fait dit que l'intégration, il la ferait, il n'a pas du tout dit ce qu'il allait faire. C'est là qu'il m'a dit, l'Algérie de papa est morte, parce qu'il disait qu'il fallait évoluer, mais il n'a jamais parlé d'indépendance. Et au contraire, quand il a parlé du FLN en disant, ils veulent m'imposer de dire et de faire telle chose, mais ça je ne le ferai jamais. Vous pouvez lire les textes de l'époque. L'arrivée du héros des Pieds Noirs, l'ancien gouverneur général Jacques Soustelle, fait encore monter la fièvre. Évadé de France, malgré les efforts du gouvernement et de sa police, il est venu se joindre au comité de salut public. Les cris de ses partisans obligent bientôt M. Soustelle à paraître au balcon. Il y proclame que l'Algérie est plus française que jamais. Nous devons persévérer jusqu'à la victoire. De Gaulle est de cœur avec nous. En Afrique comme en Europe, la France est à la croisée des chemins. Lequel va-t-elle emprunter? Constantine, une des principales villes d'Algérie. La foule dans les rues témoigne du même enthousiasme pour le nouveau régime. Ici aussi, on en appelle à l'homme qui, une fois déjà, a conduit la France
Charles de Gaulle. L'Algérie pose ses conditions à la France. Si de Gaulle ne revient pas au pouvoir, le pire est à craindre. Tandis que les Algérois savouraient un grand moment de leur histoire, les Parisiens s'apprêtaient d'heure en heure à voir débarquer les parachutistes. C'est en France que se jouerait la suite de la crise. Oui, ces plans ont été prévus par moi, en liaison d'ailleurs avec Paris, avec un certain nombre de gens qui avaient les mêmes désirs que nous, à savoir le retour au pouvoir du général de Gaulle. Le général Salan, évidemment, était tout à fait du même avis. Alors j'ai chargé mon état-major, c'était à l'époque le colonel Ducasse, qui était mon chef d'état-major, de préparer dans le détail ces plans, comme ceux d'une opération. Le problème essentiel étant le transport, il était assuré par mes relations, mes liaisons avec l'aviation militaire, dont une partie était tout à fait d'accord, et par une compagnie d'aviation civile dont le soutien m'était tout à fait acquis également. Par conséquent, les plans étaient tout à fait réalisables. L'Élysée est témoin du départ de M. Pflimlin et avec lui peut-être du dernier gouvernement de la 4e République. Le président du Conseil s'était déjà vu abandonné par certains ministres. La voie paraît libre pour de Gaulle. Le lendemain, coup de théâtre à l'Élysée. Habile et courageux, le président Coty fait savoir à l'Assemblée nationale qu'il a demandé au général de Gaulle de former le nouveau gouvernement. Seule alternative, selon le président, à une guerre civile. Si l'Assemblée, cédant aux manifestations de l'extrême gauche, devait rejeter de Gaulle, le président Coty démissionnerait. La situation évolue d'heure en heure. L'ancien président Pierre Mendès France reste opposé jusqu'au bout au général de Gaulle. L'argument des adversaires du général est que celui-ci est un fasciste ou qu'il prépare le retour au pouvoir des fascistes. Les gaullistes répliquent que tout, dans le passé de Gaulle, prouve le contraire. Après avoir accepté sa mission de formateur, le général de Gaulle prend congé du président Coty. Le sort de la 4e République semble scellé. À Alger, une foule immense célèbre la victoire de Gaulle, une victoire dont elle se sent responsable. Le général ne perd pas de temps. Sitôt confirmé par l'Assemblée, le gouvernement se met au travail. Parmi ses membres, on reconnaît l'ancien président du Conseil, M. Pflimlin, M. Antoine Pinet, représentant les conservateurs, M. Guy Mollet, chef du Parti socialiste. Tandis que Paris célèbre la naissance de la 5e République, les députés écoutent le nouveau Premier ministre leur réclamer les mesures nécessaires à l'établissement du nouveau régime. Les pleins pouvoirs pour 6 mois et le droit de réformer la Constitution, ce qu'il lui accorde, faute d'alternative. Paris se rallie au général. La guerre civile était évitée et le changement avait respecté la Constitution. Les Français croyaient en un nouveau départ. Il y a eu un moment de foule énorme qui demandait le départ du gouvernement français. L'armée aurait pu maintenir l'ordre en tirant sur la foule. L'armée ne peut pas le faire. Nous sommes passés avec la foule et avec elle, nous avons demandé le retour au pouvoir du général de Gaulle. L'armée, c'est une grande force. Personne ne pouvait s'opposer à nous quand on a pris cette décision. Mais le général de Gaulle est revenu. Il a été plébiscité par toute la France, dont nous avions raison. Et ceci dit, de Gaulle au pouvoir, les militaires sont rentrés dans le rang. Moi, j'étais colonel, j'ai repris le commandement de mon régiment. Le général Massu commandait la division, il a repris. Un des premiers actes posés par de Gaulle fut, en juin 1958, de visiter Alger.
L'accueil fut extatique. Beaucoup, parmi les pieds noirs qui avaient participé au putsch du 13 mai, croyaient avoir mis de Gaulle dans leur poche, puisqu'il leur devait le pouvoir. Dangereuse illusion. Comme l'a dit un de ses adversaires, chacun à Alger, pendant ces journées enfiévrées de juin 58, était convaincu de détenir un fragment de la vraie croix de Lorraine. Le 4 juin, à 7 heures du soir exactement, De Gaulle s'adressa à la foule depuis ce même balcon d'où Salan, Massu et les autres avaient proclamé le putsch du 13 mai. En le présentant, Salan déclara avec passion « Notre grand cri de joie et d'espoir a été entendu ». La foule rugit longuement, et les premiers mots que De Gaulle put enfin prononcer furent répétés, pesés et analysés tant que dura la guerre d'Algérie. Je vous ai compris. Jamais, plus qu'ici, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux, la France. Les chefs du FLN sentaient qu'avec le retour de Gaulle, l'initiative était dans le camp français. Pour renverser cette situation, une conférence de presse convoquée au Caire en septembre 58 annonça la formation d'un gouvernement provisoire dont le premier président fut Ferhat Abbas. Un dur, Belkacem était vice-président. Ceci pour reprendre l'initiative diplomatique. Well, the UN at the time was a major forum for us, and we tried to use it at the maximum. In order to do so, we thought that we should not concentrate in working with our traditional friends and allies, that is practically the Arab world at large, but mostly to try to secure support, help and understanding from other segments of the international public opinion. And therefore we tried and we succeeded to obtain support, understanding from the Scandinavian countries, from Ireland, which became a very good friend of us, some Latin American countries, Mexico, Venezuela, Argentina, and from the newly independent African countries after 1960. En ce qui concerne les pays socialistes, nous avons eu leur soutien moral et politique de 1954 à 1962. Mais d'aide financière et matérielle, il y en a eu peu. Il y a eu de l'aide aux réfugiés, aide sociale comme soigner des blessés en URSS. Il y a eu, par contre, de la Chine, une aide importante à partir de 1960, 1961. Mais contrairement à ce qui se disait dans la presse française, ce n'était pas l'Union soviétique et les pays communistes qui nous ont aidés. Ils nous ont aidés politiquement et moralement, mais leur aide matérielle, je le dis, n'était pas à la hauteur de ce que nous pouvions espérer. Mais c'était quand même important quand on songe que de l'autre côté, les pays occidentaux aidaient l'armée colonialiste à nous écraser. Il y avait une différence entre ceux qui nous aidaient peu et ceux qui étaient contre nous. En 1959, le caméraman indépendant Heure Grier accompagna le FLN dans une opération partie de Tunisie. About half of Tunisia was occupied by the Algerian army. They had training camps. They had organized excursions into Algeria itself around the bottom end of the Maurice line. It was highly organized. And they had a political organization as well being set up with people who were sophisticated, who were not by any means peasants, highly educated people, very capable and experienced individuals, with a military hierarchy that was well organized along traditional military lines. The people outside Algeria were
away from the influence of French administration. They were in friendly Arab countries like Morocco and Tunisia primarily, so that they had space and time to organize themselves, create training camps, create a political structure, highly sophisticated, and were the type of thing that you needed to rule a country. Inside Algeria, because of the nature of the situation there, they were working inside a French administration which had commanded an enormous military apparatus and was pushing them all the time. De Gaulle, qui voulait négocier depuis une position de force, avait ordonné la plus grande offensive que le FLN ait jamais subie, mais sans en donner les raisons politiques au général Schall, le nouveau commandant en chef. Il n'avait confié qu'à quelques intimes un autre motif important à cette offensive: éloigner les militaires de la politique. Donnez-leur beaucoup de travail, disait-il, ils penseront moins. La guerre durait depuis 5 ans, et le président de Gaulle avait conscience que l'armée détenait la clé de toute solution, politique comme militaire. En cet été de 1959, il se rendit en Algérie pour se montrer aux populations, mais aussi pour consulter ses généraux. C'était à eux qu'il devait d'être à nouveau au pouvoir, mais leur indiscipline le heurtait. Durant ces 12 derniers mois, les éléments les plus rebelles avaient été écartés, mais il n'était pas possible d'en faire plus alors que la guerre continuait. Les succès remportés récemment avaient relevé le moral de l'armée, mais ils étaient dus surtout aux unités musulmanes, les harkis, ce qui amenait d'autres complications. Les officiers qui les commandaient avaient acquis un tel respect pour leurs hommes qu'ils s'étaient jurés de ne jamais les abandonner. Un serment que certains se souvenaient de n'avoir pu tenir envers leurs unités vietnamiennes en Indochine. Et ce souvenir ne faisait que les renforcer dans leur volonté de tenir parole cette fois-ci. Un facteur dont De Gaulle ne tint jamais compte. Le pétrole du Sahara était un bel exemple des problèmes que devait résoudre le général. Sa découverte coïncidait avec le début de la rébellion, et la France en touchait les premiers dividendes alors que De Gaulle revenait au pouvoir. Les experts étaient persuadés qu'il tenait là un trésor comparable à celui des cheikh du Golfe Persique. C'était exagéré, mais à l'époque cette conviction donnait aux pieds noirs un argument de plus pour ne pas lâcher l'Algérie. L'armée soupçonna un moment le lobby anticolonial à l'ONU d'être financé par les compagnies pétrolières américaines, jalouses de la découverte française. Les élèves officiers reçurent même un cours sur l'impérialisme américain. De Gaulle était bien conscient de l'importance du pétrole saharien pour la grandeur de la France. Cette grandeur dont l'obsession lui fit faire tant de cas de la visite de Khrouchtchev en mars 1960. Ah! Je n'ai jamais cru que je pourrais, d'un instant à l'autre, trancher ce problème posé depuis 130 ans. Mais je crois que jamais on a été plus près d'aboutir à une solution réelle. Le 16 septembre a été ouverte la route droite et claire qui doit mener l'Algérie vers la paix. Le gouvernement a adopté, le Parlement a approuvé cette décision de la France. Il est vrai que ceux qui s'acharnent à poursuivre une lutte fratricide peuvent provoquer encore des accrochages et des attentats. Mais c'est un fait qu'il tombe chaque jour 4 fois moins d'hommes qu'auparavant. Surtout, il n'est contesté désormais nulle part que l'autodétermination des Algériens quant à leur destin soit la seule issue possible de ce drame complexe et douloureux. Je me tourne vers les dirigeants de l'insurrection. Je leur déclare que nous les attendons ici pour trouver avec eux
une fin honorable aux combats qui se traînent encore. Désireux de mettre fin au conflit et de régler définitivement le problème, le gouvernement provisoire de la République algérienne décide d'envoyer une délégation présidée par Ferhat Abbas pour rencontrer le général de Gaulle.